Bonsoir et soyez les bienvenus. J'ai l'honneur ce soir de vous présenter le professeur Mertens, qu'on connaît depuis un bon moment ici chez nous au Kirchberg. Il a été formé tant que neurologue et neurophysiologue en Belgique à Liège, mais aussi à Londres, auprès du grand professeur Marsden. Il est professeur de neurologie depuis 1993 et chef des cliniques universitaires à Liège depuis 1999. Il est également formateur en DU français de donc électromyographie, administrateur de la Fondation Charcot. Il est maître des stages. Il est également impliqué dans les maladies, le diagnostic des maladies rares en Belgique auprès du ministère de la Santé. Et je pense que son CV parle déjà tout seul. Je vous invite. Merci Johanna. D'abord, c'est gentil. Et c'est avant tout un honneur d'être invité ici, même si j'ai le plaisir de travailler dans cet hôpital à temps très partiel jusque maintenant, depuis une quinzaine d'années. Et je me suis rendu compte que finalement, les polyneuropathies étaient un diagnostic compliqué à faire et une maladie difficile à traiter. Et qu'on en avait un nombre assez considérable au Grand-Duché. Donc, je vais vous faire une présentation qui n'est pas destinée à des neurophysiologistes pointus qui connaissent le dernier carat de la courbe électromyographique, mais plutôt vous orienter, dans la mesure du possible, vers ce à quoi il faut penser quand quelqu'un se présente devant vous avec des symptômes qui pourraient évoquer une polyneuropathie. Donc, ça, ce sont des généralités. Vous savez bien que le nerf est constitué d'un axone, de myéline générée par les gaines de Schwann, et que la transmission nerveuse, du moins en ce qui concerne les nerfs myélinisés, se fait par conduction saltatoire entre les nœuds de Ranvier, et nous aurons l'occasion de voir plus loin que ça a une certaine importance. Il faut aussi savoir que la cellule nerveuse se trouve dans la moelle épinière et que plus le nerf est long et plus le transport de nutriments et autre chose est compliqué. Donc pour les neuropathies, pour les polyneuropathies, quand les nerfs ne vont pas bien, en général c'est comme les ânes, on périt par les pieds. C'est par là que ça commence en général. Sauf certaines exceptions dont j'aurai l'occasion quand même de vous parler. Alors ça c'est de la vieille physiologie mais qui reste d'actualité. Les fibres A-alpha, A-bêta sont des fibres myélinisées de grand diamètre qui conduisent les informations sensitives de la proprioception mais aussi les informations motrices. Les fibres A-delta et C sont en revanche des petites fibres. Les fibres A-delta renseignent sur la sensibilité au chaud et au froid, essentiellement, et la douleur, mais la douleur brutale. Ça veut dire que vous marchez sur un clou, ça fait aïe, il faut 200 millisecondes parce que le nerf ne conduit pas très vite pour que ça aille au cerveau, et vous dites, sapristi, j'ai un clou dans le pied. Les groupes C, c'est en revanche plutôt les fibres pour la douleur chronique. Ce sont des petites fibres qui ne sont pas myélinisées et qui sont inaccessibles aux techniques classiques d'évaluation des nerfs. Je parle essentiellement de l'électroneuromyographie. Pourquoi ? Parce que ces fibres conduisent extrêmement lentement pour ce qui est des fibres A-delta et il y a une petite souris là, voilà. Et pour les fibres C, comme il n'y a pas de myéline, ça prend des plombes avant d'avoir une réponse. Donc on utilise pour explorer ces nerfs d'autres techniques. Alors je voudrais revenir d'abord sur la définition d'une polyneuropathie.
la neuropathie, la polyneuropathie, c'est une atteinte de nerfs périphériques, par définition, symétrique et synchrone. Ça veut dire que ça évolue de la même façon et les deux côtés de la même façon. Longueur dépendante, comme je l'ai dit, parce que plus les nerfs sont longs et plus le transport des nutriments, etc., est compliqué au niveau du nerf, avec prédominance éventuellement de troubles sensitifs, de troubles moteurs, ou même de troubles autonomes, ce qui pourra éventuellement contribuer à guider le diagnostic. Une multineuropathie, ce sont des atteintes qui ne sont pas symétriques. Ça veut dire que ça peut être un bras et une jambe, et ça ne survient pas nécessairement au même moment. Et ce sont souvent des maladies d'origine soit auto-immune ou liées à une maladie systémique, ou éventuellement à des troubles vasculaires. Et enfin, vous avez ce que tout le monde connaît, des mononeuropathies ou une radiculopathie, c'est une atteinte d'un tronc nerveux isolé. Un exemple tout à fait classique, c'est une atteinte du nerf médian au canal carpien, c'est un tronc isolé. Ou alors une racine nerveuse, on fait une compression radiculaire L5 au niveau lombaire bas et on se retrouve avec un steppage parce que la racine L5 est abîmée. Je ne m'attarderai pas à ces maladies d'un tronc nerveux, mais je m'attarderai plutôt aux polyneuropathies. Et donc, comme je le disais, les nerfs les plus longs sont aussi les plus fragiles parce que le transport axonal devient de plus en plus hasardeux au fur et à mesure que la longueur augmente. Et puis, il peut se passer des choses sur le trajet. On peut avoir de la compression, on peut avoir une myéline abîmée et ce genre de choses. Et en général, qu'est-ce qu'on constate dans une polyneuropathie? La première chose, c'est de prendre les réflexes. J'ai oublié mon marteau à réflexe. Moi, j'en ai un très très grand. Parce que typiquement, dans une polyneuropathie, les réflexes tendineux, je ne dis pas ostéotendineux parce que l'os n'a rien à voir là-dedans, sont abolis, surtout pour les nerfs les plus périphériques. Par exemple, si vous prenez un réflexe achilléen, normalement il est parti, le rotulien peut être encore là. Vous aurez aussi, s'il y a une composante motrice, une amyotrophie distale. Alors les premiers muscles atteints, c'est par exemple le muscle péronnier, pédieux sur le dos du pied, ou éventuellement les muscles intrinsèques de la main comme les muscles interosseux, qui sont les plus distaux. Vous aurez aussi des troubles proprioceptifs, en général distaux, des douleurs qui sont en général distales au départ. Et finalement, quand la maladie évolue, vous avez des déformations articulaires et éventuellement des troubles trophiques, comme on en voit dans les neuropathies diabétiques chroniques ou par exemple dans la lèpre. Alors, un bon test, par exemple, pour la proprioception, c'est vous demandez au patient de s'asseoir et vous lui demandez si ses pieds sont vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et s'il a des troubles proprioceptifs nets, il ne saura pas le dire. Si vous le mettez debout avec les yeux fermés, il va tomber en arrière. Et si vous appliquez un diapason à 128 cycles sur la malléole interne, il ne va pas percevoir votre diapason. C'est important la proprioception parce que c'est, indépendamment des troubles moteurs, un gros handicap pour les patients qui ont une polyneuropathie parce que c'est source de chute. Alors ici, j'avais théoriquement une vidéo, mais le matériel n'accepte pas ma vidéo. Donc ça, c'est une démarche typiquement ataxique de polyneuropathie avec un élargissement de la base de sustentation où je mime le patient. Alors vous pouvez dire, il est cérébelleux. Non, parce que vous lui mettez les pieds joints, le cérébelleux, il va osciller. Vous écartez les pieds, le cérébelleux ne va pas osciller. Le patient avec une atteinte proprioceptive, vous lui fermez les yeux, il va tomber en arrière comme une statue et vous avez intérêt à vous mettre derrière pour le rattraper. C'était ma seule vidéo. Dieu et son âme. Donc, dans les clés de diagnostic, il y a un certain nombre de, je dirais bien, de vocabulaire barbare que vous recevez peut-être quand vous avez un rapport de neurologue ou un rapport d'électrophysiologique. On peut dire qu'il y a des polyneuropathies axonales, sensitives, plutôt que motrices,
symétriques. Et en général, il s'agit de pathologies toxiques. Un premier toxique, c'est les boissons alcoolisées. Alors, on demande aux patients, est-ce que vous buvez? Mais non, docteur. Comme tout le monde. Ben quoi? Éventuellement une bouteille de Riesling, et puis alors 2-3 schnapps le soir, ça c'est évidemment un peu trop. Le diabète, c'est très important. Parce qu'il m'arrive souvent de faire un diagnostic de diabète sur base d'une polyneuropathie sensitive. Un patient qui vient avec les pieds qui chauffent et qui brûlent, vous regardez sa biologie, vous avez une glycémie à jeun qui est un peu limite, faites une HGPO et vous aurez souvent la surprise, surtout s'il est un peu enveloppé, de trouver un diabète de type 2. Et évidemment, il faut le traiter. Iatrogène, c'est important. Parce que nous avons malheureusement toute une série de bons produits qu'on utilise dans les cancers qui sont des bombes à retardement pour les nerfs, j'en parlerai un peu plus loin. Alors j'ai mis en orange les mutations du gène TTR. C'est quoi le gène TTR? C'est le gène de la transthyrétine. Alors c'est quoi la transthyrétine? C'est la molécule qui transporte les hormones thyroïdiennes et qui en assure l'arrivée à bon port. Les mutations de ce gène, j'en parlerai un peu plus en détail, provoquent des polyneuropathies sévères et c'est particulièrement fréquent chez les Portugais. Et comme vous le savez, au Luxembourg, on a beaucoup de Portugais. Et dans ma consultation de demain, j'ai 4 patients portugais avec des mutations TTR. J'insiste là-dessus parce qu'il existe des traitements pour ce genre de choses et que si on ne les prend pas au sérieux, les patients font de grosses complications, que ce soit cardiaques, rénales, et c'est une maladie potentiellement fatale dans les 10 à 15 ans après le diagnostic. Alors vous avez aussi des polyneuropathies démyélinisantes. Alors c'est quoi démyélinisante? C'est quand il manque de la myéline, donc le passage sur les nerfs se fait avec retard. Quand c'est en dehors des points habituels de compression, genre le coude, la tête du péroné, le canal carpien, ça évoque quasi toujours une polyneuropathie dysimmune vraie et primitive pour lesquelles il y a des traitements sur lesquels je reviendrai. Quand en revanche c'est au point de compression, si le patient est très maigre, il est très maigre, il faut qu'il mange. Si on a opéré d'un canal carpien d'un côté, si on a opéré d'un cubital de l'autre, si on a opéré d'un SPE, si la maman a opéré des 2 canaux carpiens, c'est une maladie génétique. C'est ce qu'on appelle la HNLPP, neuropathie génétique par sensibilité à la pression. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une délétion d'un gène, le gène PMP22 sur le chromosome 17, qui est responsable de l'épaisseur de la gaine de myéline. Et quand il manque un des 2 gènes, la gaine, elle est trop mince. Et donc les nerfs sont plus facilement comprimés. Quand il y a une compression, quand il y a une copie supplémentaire, le nerf est trop épais et alors les conductions sont très lentes et c'est ce qu'on appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth. J'y reviendrai aussi. Donc, Charcot-Marie-Tooth, ce sont des choses extrêmement lentement progressives. Ce sont des patients qui sont aréflexiques, qui ont des pieds creux et souvent depuis l'enfance. La forme typique, la plus fréquente, comme je viens de vous le dire, c'est une triplication en fait, du gène PMP22. Donc, il y a 3 copies au lieu de 2. Ça, c'est très facile à voir. Et ça, vous envoyez ça au LNS et vous aurez la réponse dans les 4 semaines. Quand c'est négatif, alors on peut faire éventuellement une analyse d'un panel de gènes, parce que maintenant, quand vous avez une histoire familiale de polyneuropathie, il y en a plein de sortes, mais malheureusement au LNS, ils demandent qu'il y ait d'abord une consultation de génétique avant de faire les analyses. Et pour le moment, il faut environ entre 6 mois et 1 an pour avoir la consultation. Vous pouvez quand même téléphoner à Mme Klink ou à son équipe en disant si c'est une patiente jeune qui désire avoir un gosse ou qui est enceinte, ça vaudrait peut-être la peine de donner un rendez-vous un peu plus vite. Alors on fait l'analyse d'un panel connu de gènes, en l'occurrence pour le moment 142 gènes, et on regarde s'il y a des mutations sur ces gènes, et si ces mutations sont connues pour être pathogènes ou pas.
parce que plus on analyse de gènes, plus on peut trouver des mutations qui n'ont finalement rien à voir. Donc patient avec des mollets de coq, des pieds creux, avec une histoire familiale, pensez à une neuropathie génétique, surtout quand on a interrogé un peu la famille. Quand c'est asymétrique, quand c'est subaigu, quand c'est douloureux, il faut penser aux maladies du système, notamment la périartérite noueuse, surtout chez les gens avec des hépatites B, la maladie de Wegener, la maladie de Horton, la maladie de Schurz-Strauss, et le diabète qui malheureusement peut donner tout et n'importe quoi. Quand c'est asymétrique, indolore et chronique, pensez quand même à la lèpre. La lèpre est, dans le tiers-monde, la deuxième cause de polyneuropathie chronique. Et on n'y pense pas toujours. C'est pas parce que c'est... si c'est un Camerounais qui vient récemment de son pays et qui a la plaque argentée sur le pied et qui ne sent plus son pied et qui a un ulcère, on va se dire il a peut-être une lèpre. Mais pour l'anecdote, j'ai eu il n'y a pas très très longtemps une petite dame bien de chez nous, avec son petit tailleur, 65 ans, BCBG, qui vient me voir en IMG en disant j'ai le pied bizarre qui est endormi, je ne le sens plus. Je regarde son pied, une peau argentée, toute fine. Comme j'ai un peu l'habitude, je dis madame, je pense que vous avez la lèpre. Je n'ai jamais osé le dire à mon médecin de famille ni à ma famille, mais en fait je suis allé travailler dans une léproserie au Bénin parce que je suis une admiratrice du père Damien. Et je voulais aller aider. Et ben, je dis, félicitations, vous l'avez attrapé comme lui. Donc, ce n'est pas nécessairement un patient tout noir ou bien un patient qui sort du fond de la brousse qui peut avoir une lèpre. C'est une maladie qui existe même chez nous et j'en ai déjà eu pas mal d'exemples. Alors ça, c'est un petit exemple parce qu'il faut bien faire un petit peu d'électromyographie. Pour avoir une idée, quand vous recevez un protocole, les vitesses de passage sur les nerfs, c'est au-dessus de 50 mètres par seconde aux membres supérieurs et au-dessus de 40 mètres par seconde aux membres inférieurs, à la grosse louche. Il peut y avoir des différences d'un nerf à l'autre, mais enfin, en général, c'est ça. Ici, c'est une gamine que j'ai vue il y a très 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 longtemps, d'origine colombienne, adoptée, donc on n'avait pas du tout la famille. Elle avait acquis la marche, elle l'avait perdue à l'âge de 5 ans. Vous voyez que j'ai fait cet examen-là il y a un certain temps, ou même un temps certain. Il y a un certain d'entre vous qui ne devaient pas être nés. Les vitesses de conduction ici, c'était 3 et 2 mètres secondes. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit que dans les neuropathies génétiques. Et on a retrouvé une mutation particulière chez cette gamine-là. Un autre exemple, kiff-kiff, patient plus âgé, aussi un examen assez ancien, avec une vitesse à 5 mètres par seconde. En 5 mètres par seconde, c'est 10% de la normale. C'est le genre de choses qu'on ne voit que dans les neuropathies génétiques particulières. Donc là, à ce moment-là, on fait de la génétique. Malheureusement, pour la plupart d'entre elles, on n'a pas de traitement, mais bon, voilà. Donc, exploration rationnelle. D'abord une anamnèse fouillée, y compris les médicaments, les toxiques, l'histoire familiale. Les intoxications au plomb, heureusement on n'en rencontre plus guère parce que la plupart des conduites ont été changées, du moins dans nos pays civilisés. Mais je rappelle quand même les chimios, parce que les chimios c'est mortel pour les nerfs périphériques. Tout ce qui est les platines et compagnie qu'on utilise en particulier dans les cancers pulmonaires, Taxol et compagnie dans les cancers du sein, les alcaloïdes de pervenche dans les lymphomes, ce sont des saloperies pour les nerfs. Et on le sait, et les oncologues le savent. Donc, quand le patient commence à avoir les nerfs qui chauffent, parfois on doit changer de traitement. Parce que si on le fait relativement vite, ça récupère. Mais sinon, comme ce sont des atteintes axonales, souvent l'axone qui est le câble de cuivre au milieu de la gaine de myéline, quand il est abîmé, il ne retrouve plus son chemin. Et un axone, ça se régénère à raison de 1 à 2 mm par jour. Donc si vous avez une jambe d'1 mètre de long, vous comptez 2 à 3 ans pour que le patient récupère. Examen clinique, évidemment, et neurologique. L'électromyographie, j'en toucherai un petit mot. Et alors, selon les MG, comme je disais, biologie, génétique, toxicologie et plus rarement biopsie nerveuse.
Alors voilà comment ça commence dans la neuropathie amyloïde portugaise et dans les autres formes, parce que la neuropathie amyloïde portugaise, c'est une mutation val 50 mètres du gène TTR, c'est la plus classique, mais ça commence à avoir les pieds qui chauffent, qui font mal. Et puis ça remonte progressivement, puis ça atteint progressivement la main, le dos, et puis finalement le milieu du dos et le crâne. Et c'est assez étonnant qu'un certain nombre de patients, alors qu'il y a une histoire familiale, mais qui parfois, qu'on essaie de cacher, arrivent quand ils sont déjà loin là-dedans. Et donc la transthyrétine, c'est un quadrimère ici, un tétramère, pardon, qui, dans les formes mutées, se transforme en monomères qui vont aller encrasser et les nerfs et le cœur. Et il faut savoir que cette transthyrétine est produite à 95% dans le foie, même si une partie est produite dans les plexus choroïdes et dans la rétine. Et donc, cette maladie est la première maladie pour laquelle on a eu une thérapie génique. Alors, c'était quoi la thérapie génique? C'était de remplacer le foie. Et ça reste le traitement le plus efficace, mais évidemment, ce n'est pas comme enlever une verrue sur le dos de la main. Et il y a maintenant un certain nombre de traitements médicamenteux. Donc ça c'est pour vous rappeler ce fameux gène, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous risquez d'être agressé par des délégués médicaux qui vendent 3 produits différents réputés efficaces pour retarder l'évolution de la neuropathie amyloïde. Ça coûte un porte-avions. Il n'y a pas de suivi à très long terme jusqu'ici. Et si vous regardez par curiosité les Cochrane Reviews, finalement le seul traitement qui a prouvé une stabilisation et même une réversibilité de cette neuropathie amyloïde, c'est la greffe hépatique. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas donner tous ces médicaments qui, comme je dis, font un énorme trou dans la sécu, mais il faut le faire avec discernement. Et donc moi on m'envoie beaucoup de patients pour un traitement et pour un bilan EMG. Donc je fais le bilan EMG. Si le bilan EMG est normal, je dis revenez dans 2 ans, sauf si ça se dégrade. Parce que ces maladies peuvent se déclarer à 30 ans comme à 65 ou 70 ans, surtout dans les formes qui ne sont pas les formes portugaises. Les formes portugaises, ils viennent tous de la région de Porto et de Coimbra. Donc si c'est Da Silva, Concheita et machin chose, vous venez de Coimbra, paf, on fait la génétique directement. Hein. On ne chipote pas. Mais je voudrais bien parler un peu plus des neuropathies immunes plus fréquentes, parce que celles-là, on les soigne. Donc c'est la maladie de Guillain-Barré. Le CIDP, ce que les Anglais appellent CIDP, c'est Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy. Nous appelons ça PRNC en français. MATSAM, qui est une variation au membre supérieur. La neuropathie motrice multifocale, je vous en parlerai aussi. Et les neuropathies démyélinisantes avec gammapathie. Je vais commencer d'abord par celle-là, parce qu'à mon avis, ce sont quand même les plus intéressantes pour tout le monde. Bon, on va d'abord parler des maladies du système. Maladie de Sjögren, 50 à 70 ans, essentiellement des femmes, qui donnent une neuropathie du trijumeau, comme une névralgie du trijumeau, mais qui est une neuropathie avec des douleurs plus ou moins permanentes. Et alors aussi des ganglionopathies ataxiantes, parce que c'est le ganglion spinal des fibres sensitives qui est atteint. Et on voit une hyperintensité des cordons postérieurs en IRM. Dans le lupus, ce sont souvent des polyneuropathies sensitives, mais qu'on voit aussi dans le diabète. Et neuropathie ischémique, c'est comme dans le Horton ou dans la périartérite noueuse. Donc ça, c'est typiquement de la médecine interne. Ça requiert un bilan biologique approfondi, bien entendu. Polyneuropathie rhumatoïde, et voilà, c'est souvent un canal carpien lié aux déformations articulaires tardives. Sclérodermie, je ne vais pas trop en parler. La sarcoïdose, ça c'est le piège, ça donne tout. Vous avez quelqu'un qui a une paralysie faciale périphérique sévère, vous dites je vais le mettre sous corticoïdes et sous vitamine B, il va lui falloir 3 mois pour récupérer, et une semaine après, c'est parti. Une semaine après, c'est parti, ça veut dire c'est une sarcoïdose. Sinon, ça ne part pas.
Schurk-Strauss, Wegener, Horton, de nouveau, ça donne des mononeuropathies multiples. Mais alors, un truc qu'on ne doit pas oublier ici, c'est la borréliose. Un gamin de 10 ans qui arrive au mois de mai avec une diplégie faciale, jusqu'à preuve du contraire, c'est une borréliose. Donc ça, il faut vraiment y penser. Même chose pour une sciatique hyperalgique avec un scanner normal. Au Luxembourg, c'est une borréliose. On fait une PL. Et si c'est une PL qui montre qu'il y a, que la bête est passée dans le liquide céphalorachidien, la doxycycline ne suffit pas, il faut des antibiotiques IV. Bon, parlons un peu des choses maintenant pour lesquelles on peut faire quelque chose. Le Guillain-Barré, malheureusement, c'est le cas du vendredi soir aux urgences. C'est la patiente ou le patient de n'importe quel âge qui vient en disant « j'ai un peu les pieds qui picotent, j'ai un peu du mal à me lever de mon fauteuil, j'ai eu une petite diarrhée, une petite fièvre il y a 15 jours, je me sens vraiment pas bien, donc je suis venu aux urgences. Au secours ». L'installation se fait en général en moins de 15 jours, mais parfois c'est en 2 ou 3 jours. Donc on voit quelqu'un qui vient sur ses 2 pieds, on se dit bah, c'est pas trop grave, on attendra éventuellement lundi, on va peut-être lui faire une petite biologie ou une PL. Il y a peu d'atteintes sensitives au départ, il n'y a pas trop grand-chose, donc on ne se tracasse pas trop. Et puis on le retrouve 48 heures après aux soins intensifs avec un tube en bouche, avec une dysautonomie, une tachycardie monstre, des difficultés respiratoires. Et donc ça, il faut vraiment faire attention. Le Guillain-Barré, d'abord les gens en général sont aréflexiques, hyporéflexiques. Là, le déficit est aussi bien distal que proximal, contrairement aux polyneuropathies chroniques. Et la ponction lombaire au départ, qui est un truc classique, tout le monde sait que dans le Guillain-Barré, théoriquement, il y a trop de protéines, il n'y a pas de cellules. Dans les formes qui arrivent aux urgences aiguës, souvent, ce n'est pas encore le cas. Et l'électromyogramme peut être relativement normal, à part une perte de recrutement d'unités motrices. Un bon truc, c'est de mesurer les latences motrices distales des nerfs médians, qui sont souvent les premières atteintes. Ça, j'ai appris au fil du temps. Il y a une variante qui est le syndrome de Miller-Fischer, où les gens sont ataxiques, ils sont aréflexiques et ils ont les yeux qui ne bougent plus. Ces gens ont souvent aussi des troubles de déglutition. Donc quand on a un doute sur ce cas du vendredi soir, on ne le laisse pas traîner dans une salle au fin fond de l'hôpital. On lui met des électrodes, on le met au monitoring, et si on s'est trompé, tant pis. Mais j'ai déjà vu trop de catastrophes sur les Guillain-Barré. Donc après l'installation, typiquement pendant 2 à 4 semaines, il y a un plateau, et puis les gens récupèrent progressivement. Ça peut prendre 3 mois à 1 an. Quand j'ai 1 an, c'est parfois plus longtemps que ça. Et quand même, 40% des patients ont besoin de se retrouver un jour au respirateur. Un facteur de mauvais pronostic, c'est quand ça arrive rapidement, quand le patient est déjà occupé, attiré à l'admission, les formes axonales qui sont des formes un peu particulières, dont je toucherai un petit mot, et les sujets âgés parce qu'ils sont naturellement fragiles. C'est pas une maladie aussi bénigne. On a toujours l'habitude de dire un Guillain-Barré, ça récupère complètement. C'est faux. D'abord, il y en a 5 à 10% qui meurent, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Il y en a environ 50% qui n'ont pas de séquelles. Les séquelles légères, c'est-à-dire quelques paresthésies distales, ou bien le gars qui faisait son marathon et qui ne sait plus le faire, c'est environ 20%. Il y a quand même environ un quart qui garde des séquelles douloureuses et perte de force, éventuellement une paralysie faciale persistante, etc. Donc ce n'est pas aussi bénin qu'on ne veut bien le dire. Alors on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais c'est vraisemblablement une réaction croisée entre des antigènes extérieurs et le système immunitaire. Et par exemple, dans les formes axonales typiquement chinoises, on sait bien que le Campylobacter jejuni qui donne des diarrhées, c'est une bactérie qui a à sa superficie
des protéines qui sont extrêmement proches du ganglioside GM1, qui est un des constituants principaux de la myéline. Et donc on pense qu'il y a en fait une fausse reconnaissance de l'agresseur et que le système immunitaire se dirige contre les nerfs et contre leur fameux ganglioside au lieu d'attaquer le campylobactère. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le Guillain-Barré? Évidemment, on les supporte, on les ventile, on les met en trend, on les monitorise, parce qu'il peut y avoir des orages neurovégétatifs, et on les revalide. Point du traitement étiologique, il y en a deux qui ont montré une efficacité, c'est les échanges plasmatiques et les immunoglobulines intraveineuses à la posologie de 2 grammes par kilo, répartis en 2, 3, 4 ou 5 jours en fonction du statut hémodynamique du patient. Ça n'améliore pas le pronostic final, mais ça réduit de façon significative le séjour en soins intensifs. Et ça veut dire que si vous n'êtes pas en soins intensifs, probablement vous n'allez pas faire une embolie pulmonaire, vous n'allez pas attraper une saloperie de pneumonie résistante à tout, etc. Et donc ça diminue la mortalité. Mais ça n'affecte pas le pronostic final du Guillain-Barré. Ça, il faut quand même le savoir parce que parfois on se pose la question. Alors il peut y avoir des rechutes, mais qui sont des vraies rechutes. Ça veut dire on donne un traitement, par exemple 4 jours d'immunoglobuline, le patient va un peu mieux et la semaine suivante il va moins bien. Ça, c'est une rechute de Guillain-Barré. Mais il y a un certain nombre de patients aussi qui vont mieux et puis qui rechutent 3 mois après. Ça, ce n'est plus un Guillain-Barré, c'est autre chose dont je vous parlerai juste après. Et cette autre chose, c'est la polyneuropathie inflammatoire des mésiandes chroniques, qui n'est pas rare. Il y a plus d'hommes que de femmes. Ça se voit à tout âge. J'ai des gosses, j'ai des personnes de 80 ans. C'est un peu le Guillain-Barré chronique. Sur le plan électromyographique, c'est la même chose. C'est une maladie en général démyélinisante, avec parfois des blocs de conduction. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est aussi bien proximal que distal. Il y a une aréflexie. Il y a plus d'atteintes motrices que d'atteintes sensitives. Et en général, c'est relativement peu douloureux. Alors, comme il y a des formes à rechute, au début, on a quelqu'un qui vient, on dit tiens, c'est un Guillain-Barré. On le soigne comme un Guillain-Barré, il va mieux. Et puis 3 mois après, patatras, ça recommence. Ce n'est pas une rechute de Guillain-Barré, c'est une CIDP. Et c'est important de le savoir parce que dans le Guillain-Barré, les corticoïdes sont toxiques et dans le CIDP, les corticoïdes sont très utiles. Donc, comme je disais, c'est surtout une atteinte motrice plus que sensitive. On a en général peu d'atteintes de nerfs crâniens, peu de douleurs. Et comme je le disais aussi, il y a très rapidement pas ou plus de réflexes tendineux. Alors les nerfs, ils sont gros, ils sont enflammés. Alors ça se palpe parfois, mais ça se voit surtout en IRM. Si on fait une IRM des plexus, plexus lombosacré ou plexus cervical, on va trouver une hyperintensité en T2, éventuellement une prise de contraste. Et les atteintes de nerfs crâniens sont relativement discrètes. Dans une atteinte centrale, c'est marqué dans les livres, moi j'en ai jamais vu. Alors comment est-ce que ça évolue? Les formes chroniques, c'est souvent les sujets plus âgés. Les formes à rechute, c'est souvent des jeunes. Et les formes à rechute chez les très jeunes, parfois on fait 2-3 rechutes et puis on n'en fait plus. Et les gens sont guéris. J'en ai vu un certain nombre. Et surtout dans les formes à début rapide et les formes des jeunes. Et justement, quand il y a une poussée unique, ça peut être éventuellement un diagnostic du différentiel de Guillain-Barré, mais il y a des classifications. Le Guillain-Barré, théoriquement, ça doit s'installer en moins de 2 semaines, et la CIDP en plus que 4. Mais entre 2 et 4, je ne sais pas ce qu'on fait. Alors, il y a des facteurs de mauvais pronostic, c'est les formes chroniques qu'on diagnostique tardivement chez les gens qui ont déjà des amyotrophies assez importantes, parce qu'un muscle atrophique, vous pouvez lui donner tout ce qu'il veut, il ne va pas repousser. Et alors, il y a aussi des formes avec des anticorps antiparanodes. C'est une entité assez nouvelle, en fait.
dont on s'est rendu compte qu'un certain nombre de patients qui avaient un tableau typique de CIDP ne répondaient pas au traitement classique. Le traitement classique, j'y reviendrai, c'est les corticoïdes, les plasmaphéreses et les immunoglobulines intraveineuses. Mais un certain nombre de patients ne répondent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des anticorps qui sont dirigés ici au niveau du paranode, je pense neurovacine 155, neurovacine 186 et anticontactine qui bloquent la transmission nerveuse, et ce sont des anticorps contre lesquels, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, les immunoglobulines ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, on a besoin de recourir à des choses beaucoup plus dures, comme éventuellement des échanges plasmatiques ou même du rituximab. Alors, un peu d'électrophysiologie. Donc, un bloc de conduction, parce qu'on vous parle parfois de bloc de conduction, il faut une amplitude diminuée du potentiel moteur de nerf sans augmentation de la durée. Si la durée est augmentée, il faut regarder l'air sous la courbe, ça peut être une dispersion. Une dispersion, ça veut dire simplement que les axones ont des vitesses de conduction différentes et que le message arrive à des moments différents au niveau du muscle. Je vous le montrerai. Voilà un exemple. Un brave monsieur fossoyeur qui travaillait toujours à l'âge de 80 ans, qu'on me réfère parce qu'il avait un tableau évocateur d'une CIDP. Comme je vous disais tantôt, ici c'est les membres supérieurs, vitesse normale 50 mètres par seconde, je me retrouve à 11 mètres par seconde d'un côté et 18 de l'autre. C'est un peu lent. Et alors sur le nerf médian du côté droit, là vous voyez qu'il y a clairement, quand je stimule au poignet, une réponse correcte. Et quand je stimule au coude, une réponse qui est beaucoup plus petite. Donc il y a un véritable bloc de conduction sur ce nerf à un endroit qui n'est pas un endroit de compression, c'est-à-dire c'est pas au poignet, c'est quelque part au niveau de l'avant-bras. Et ça c'est vraiment typique des neuropathies auto-immunes primitives. L'autre côté, il y a une ébauche de bloc de conduction, mais ça ne rentre pas dans les critères dont je vous ai parlé de 30%. Je revois ce brave homme après 2 semaines de corticoïdes à bonne dose, c'est-à-dire 1 gramme de solumédrol par jour pendant 5 jours. Et voilà ses réponses. Le bloc sur ce cubital, sur ce médian-là, oh zut, je deviens vraiment saut avec ce bazar. Voilà, donc le bloc de conduction sur son nerf médian, là-bas, il a virtuellement disparu. Ça, c'est un autre nerf que j'ai testé à la même occasion. Et on est passé de 12 à 27 mètres par seconde en l'espace de 15 jours. Donc les corticoïdes, dans cette maladie-là, ça marche. On n'aime pas trop souvent, parce que souvent, ce sont des patients avec des polypathologies. Ils sont souvent un peu diabétiques, ils sont souvent un peu vieux, ils sont souvent un peu gros. Mais il faut se rappeler que les immunoglobulines intraveineuses, ce n'est pas tout à fait anodin, c'est extrêmement coûteux. Le réservoir n'est pas inépuisable, malheureusement, puisque ça vient des donneurs de sang, et qu'il peut y avoir des effets secondaires sérieux, y compris allergiques, y compris éventuellement des anémies sévères et des anémies hémolytiques, avec même des insuffisances rénales, j'en ai connu. Donc, quand le patient n'a pas, quand votre électrophysiologiste, ou vous, si vous l'êtes, c'est une CIDP qui n'a pas de contre-indication, donnez d'abord des corticoïdes avec un bon comprimé de calcium, un bon pantoprazole, une bonne vitamine D, et vous aurez parfois des surprises que les patients sont ressuscités et qu'on pourra assez rapidement réduire les doses à des doses très faibles, jusqu'à 4 mg de méthylprédnisolone par jour, plutôt que de les envoyer à l'hôpital tous les mois pour faire des cures d'immunoglobulines. Donc il ne faut pas oublier que les corticoïdes, ça marche, pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indication. Bon, si votre gars, il a 10% d'hémoglobine glyquée, vous oubliez évidemment. Hein. Dans les examens complémentaires, comme je disais, l'APL est importante, comme dans le Guillain-Barré, parce que dans plus de 90% des cas, vous devez avoir une dissociation albuminocytologique. Alors, ça ne veut pas dire 60 mg de protéines par décilitre, hein, ça veut dire plus d'1 gramme. Parce que je vois trop de cas où on me dit,
Attends, c'est une CIDP, j'ai fait une PL il y a 60 au lieu de 45. Ouais, mais en attendant, le gars, il pèse 1,5 quintal, il a une glyquée à 12%, il a un canal lombaire étroit, et tout ça suffit pour donner une hyperprotéinorragie sans cellules. L'IRM est intéressante, comme vous le savez tous, l'IRM est parfois difficile à obtenir. Alors il y a quand même des affections qu'on retrouve plus fréquemment associées. Donc le diabète, évidemment, alors on est mort pour les corticoïdes, l'HIV, les gammapathies monoclonales, AIG et AIGA, parce que sinon les autres c'est un truc un peu particulier, et l'hépatite C, et alors les réactions post-transplantation. Je rappelle le diabète qui peut tout donner, et donc il faut toujours être sûr que le patient ne soit pas diabétique. La diphtérie, ça n'existe plus chez nous, mais ça revient tout doucement par la Russie. Et alors les autres polyneuropathies immunisantes, j'en toucherai un tout petit mot. Les maladies de la myéline qui sont d'origine génétique, je vous en ai parlé, mais ça, il faut faire l'anamnèse familiale. Quand vous avez quelqu'un qui a des mollets de coq et qui a un pied creux et qui n'a pas de réflexe depuis qu'il est gamin et qui n'a jamais couru comme les autres à l'école, il faut d'abord chercher un truc génétique. Alors MATSAM, c'est un beau nom parce qu'ils aiment bien donner le nom. Moi, j'appelle ça le syndrome de Lewis et Sumner. C'est la variante qui atteint les membres supérieurs et qui est en général asymétrique et qui, si on ne la soigne pas, peut provoquer des amyotrophies distales. Pour l'anecdote, Sumner, qui a décrit cette maladie, habite à la Nouvelle-Orléans et est un colombophile averti et vient acheter ses pigeons à côté de mon hôpital à Liège. Donc c'est devenu un ami. Je ne vais pas trop parler de la biopsie parce qu'on en fait de moins en moins, parce que d'abord les résultats sont parfois contradictoires, mais c'est peut-être pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Et donc en fait ce que vous voyez qu'il y a des endroits ici où la myéline elle a dit bye bye. Vous voyez ici une cellule, la myéline a disparu, et vous voyez ici une coupe où il y a une bonne partie des axones qui n'ont plus leur myéline autour. Alors vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est l'extérieur de la myéline qui est quasi... Je vais essayer de récupérer ma flèche. Voilà. Qui est occupé à être détaché par un macrophage qui est occupé à l'intérieur à venir bouffer cette myéline. Mais on fait en général de moins en moins de biopsies parce qu'avec les techniques dont on dispose, notamment l'électromyogramme de bonne qualité et l'IRM, on n'a souvent pas besoin d'aller à la biopsie. Quand on y va, c'est souvent parce que ce sont des veaux à 5 pattes et ça ne nous aide pas beaucoup. Donc je rappelle le traitement corticoïde Péros, 1 gramme kilo par jour, et puis on réduit progressivement. Ou bien moi ce que je préfère faire, c'est des shots d'1 gramme par jour en IV pendant 5 jours. Et puis je les répète éventuellement si nécessaire. Ou alors je redonne à ce moment-là une dose d'entretien la plus faite possible. Les immunoglobulines intraveineuses, elles se valent toutes en termes d'efficacité. Même s'il y a des marques différentes, elles ne se valent pas toutes en termes d'effets secondaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a là-dedans des solvants auxquels on peut être allergique. Et il y a des gens, par exemple, qui font une desquamation importante au niveau des mains avec un produit, alors qu'ils ne font rien avec le produit suivant. On peut faire aussi des hausses de tension, ou comme je dis, parfois aussi des anémies hémolytiques. Et le problème, c'est le coût et la disponibilité. Ici, au Grand-Duché, vous avez la chance extrême que la CNS ne se pose pas de questions. On dit je prescris des immunoglobulines. Vous les prescrivez, vous les perfusez, vous regardez ce que ça donne. En Belgique, il faut que le patient soit incapable de marcher moins de 10 mètres pour pouvoir les avoir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les alternatives, je ne vais pas trop en parler, à part les plasmaphéreses, comme je vous disais. Ou le rituximab, quand on retrouve des anticorps antiparanodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des entités nouvelles. Les autres immunosuppresseurs, c'est quand vraiment on n'a pas envie d'envoyer le patient à Lourdes. Ça, le MATSAM, c'est la même chose, sauf que c'est asymétrique, proximal, plutôt membre sub que membre inf. Et on peut avoir parfois une atteinte
proximale qui est ennuyeuse, notamment quand il y a une paralysie du nerf phrénique. Alors quand c'est d'un côté, c'est pas trop ennuyeux, quand c'est les deux côtés, ça devient plus ennuyeux. Il y a une hyporéflexie, non pas généralisée, mais focale, c'est-à-dire dans les endroits où le patient a un déficit. Vous allez avoir une hyporéflexie d'un membre supérieur et d'un membre inférieur de l'autre côté, mais les autres vont fonctionner correctement. Et il y a des troubles sensitifs associés. Il y a des blocs de conduction. Les examens complémentaires, c'est les mêmes, sauf qu'à la ponction lombaire, en général, il y a moins d'hyperprotéinorachie, mais on retrouve aussi une hyperintensité des plexus en IRM. Parfois, c'est un seul nerf, par exemple le nerf péronnier, c'est relativement rare, mais le traitement, c'est le même traitement que dans la CIDP, sauf que souvent, ça marche un peu moins bien ou relativement moins bien parce que les gens consultent plus tardivement. Ils viennent avec une atrophie au niveau de la main, ils se sont dit, bon, j'ai eu un accident, j'ai peut-être un canal carpien ou des trucs dans ce genre, et quand ils viennent, on constate que les muscles sont fondus et finalement, on ne sait pas faire grand-chose. Et donc, vous voyez que c'est une atteinte inflammatoire aussi, parce que vous voyez un infiltrat, ici dans une biopsie, un infiltrat lymphocytaire tout à fait spectaculaire, périvasculaire. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que c'est rare, mais quand on en diagnostique un, on est content. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui viennent avec une main de singe, une main d'Aran du chêne, qui ont un déficit moteur qui s'installe relativement rapidement, en l'espace de quelques mois, qui ont des fasciculations, et qui ont éventuellement la même chose de l'autre côté, un peu moins fort, et parfois aux membres inférieurs avec un steppage. Aucun trouble sensitif. Et quand on les voit arriver, on se dit, merde, c'est encore une SLA. Et c'est le diagnostic différentiel. Mais ces patients-là, ils n'ont pas, évidemment, de syndrome pyramidal, même si on sait que dans la SLA précoce, il n'y a pas de syndrome pyramidal, mais il y a moyen quand même de faire le diagnostic, parce qu'il y a des magnifiques, superbes blocs de conduction sur les nerfs purement moteurs, alors que les nerfs sensitifs sont épargnés. Et on retrouve certains anticorps typiques qui sont les anti-GM1 sous forme d'IgM, curieusement, alors que c'est une maladie chronique. En général, on dit les IgM, c'est pour les maladies aiguës, et les IgG pour les maladies chroniques. Ici, c'est pour les maladies aiguës. Voilà un bel exemple d'un patient. Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'électromyographie, ça, c'est la conduction sur le nerf médian. D'un côté, et vous voyez qu'il y a une réponse qui est une belle réponse, même si elle est un peu petite, en stimulation du poignet, et puis en stimulation au niveau du coude, ben, on trouve un magnifique bloc de conduction avec une vitesse de conduction motrice à 19 mètres par seconde. Je vous ai rappelé que la moyenne, c'était au-dessus de 50. Si je teste le nerf sensitif, qu'est-ce que je retrouve au poignet ? Une réponse parfaitement normale. Et au coude, une réponse qui est plus petite, mais ça c'est normal parce qu'il y a une certaine dispersion sur les nerfs sensitifs, parce que le muscle, pour les réponses motrices, sert d'amplificateur, tandis que sur le nerf, on simule le nerf, on enregistre sur le nerf. Mais qu'est-ce qu'on voit sur le nerf sensitif ? Une vitesse magnifique à 55 mètres par seconde. Ça, c'est une neuropathie motrice multifocale et ça peut être rien d'autre. Et donc, comme je dis, il y a en général un titre élevé d'anticorps anti-GM1 en IgM. Je vous rappelle que si vous demandez des anticorps antigangliosides, on va vous faire tout un panel au laboratoire de Humbel et à force, on finira toujours par trouver un truc légèrement positif. Quand vous n'avez pas 3 croix, vous oubliez. Ça peut être lié, et c'est souvent lié à une pathologie systémique, comme par exemple un lupus, qui peut fausser tous les autres anticorps. Donc si vous avez une croix d'antisulfatide ou une croix d'antiganglioside, vous oubliez. Un antiganglioside élevé, c'est 3 croix, et on va vous le mettre en rouge. Voilà, ça va vachement élever votre truc. Et alors là, voilà ce qui se passe sur ces nerfs. Alors là, il faut être vraiment japonais, hein, parce qu'ils ont fait une biopsie de nerfs moteurs. En général, les biopsies, on les fait sur les nerfs sensitifs, parce que, bon, ça laisse une petite zone d'insensibilité, mais les Japonais, ils prennent des nerfs moteurs. Donc, après ça, je ne sais pas ce que devient le muscle qui dépend de ce nerf, mais vous voyez au-dessus un nerf normal, et puis en dessous, le nerf où on ne voit plus que l'axone.
la myéline, elle a dit saluenne de Coste, comme on dit par chez nous. Alors là, c'est important de faire le diagnostic différentiel par rapport à la CIDP, parce que les corticoïdes sont délétères. Donc là, si c'est purement moteur, pas de corticoïdes. Le traitement, c'est les immunoglobulines intraveineuses, point barre. Alors, Pestron qui a raconté d'autres choses, mais il faut l'oublier, c'était dans les années 90. Et alors, il y a parfois des patients chez qui les anticorps anti-GM1 sont tellement présents en quantité que vous les soignez avec des immunoglobulines qui noient les mauvais anticorps dans les bons, et voilà ce qui se passe. Et donc ici, sur la courbe du haut, c'est de nouveau le nerf médian d'un patient. Vous avez la réponse lors de la stimulation au poignet, réponse des muscles ténariens, et la réponse au niveau, je vais retrouver, quand je stimule ici, au niveau du coude. Puis, je lui donne des immunoglobulines, et je le reprends 3 jours après en EMG. Et le bloc, il est parti. Ça veut dire que ce n'est pas de la démyélinisation. On ne refait pas une myéline en 3 jours. Ça veut dire que ce sont les anticorps qui ont bloqué la transmission au niveau du nœud de Ranvier. Donc ça, c'est vraiment assez passionnant et c'est un domaine tout à fait nouveau. Alors, je vais terminer avant que tout le monde ne dorme. Oui, j'ai encore 5 minutes. Quoi pour une polyneuropathie démyélinisante qui peut en imposer pour la CIDP, mais qui est un peu différente dans le sens où elle est aussi démyélinisante, mais elle est plus ataxiante qu'avec un déficit moteur. Donc c'est les gens qui marchent, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu comme s'ils étaient sous. Si on leur ferme les yeux, ils tombent en statue vers l'arrière. Alors il y a un truc qui est tout à fait typique en électromyographie, c'est que le temps de passage des informations motrices entre le poignet et les muscles ici de la main, il est terriblement allongé par rapport au ralentissement du reste de la vitesse qui est modéré. Et quand on voit ça, on fait à la limite le diagnostic de la maladie sur base de l'EMG. Et la maladie, c'est important parce que une fois sur deux, c'est une maladie de Van-Delström. Donc, c'est une forme de lymphome. Et donc ça, il ne faut pas le rater. Et donc, latence motrice distale terriblement allongée. Latex TLI, c'est de la technique, je ne vous en parlerai pas. Et alors, ce que vous allez trouver chez eux, quand vous allez faire une biologie, c'est des anticorps anti-myéline, et parmi ceux-ci, des anticorps anti-MAG, Myelin Agglutinated Protein. Voilà un exemple tout à fait illustrateur. C'est une patiente d'un âge certain qui avait des vitesses de passage, vous voyez, qui sont quasi normales. C'est pas 50, mais c'est pas loin. Mais par contre, le temps de passage entre le poignet et les muscles ténariens, normalement, il doit être entre 3 et 4 millièmes de seconde. Et vous voyez qu'il est à 11 d'un côté et à 8 de l'autre. Vous voyez ça, vous faites le diagnostic avant d'avoir envoyé le patient chez l'hématologue. Et après ça, qu'ils reçoivent toutes les cochonneries qu'on doit lui donner. Et donc, ce sont des anticorps anti-MAG qui vont se fixer de façon spécifique sur la myéline et qui empêchent cette myéline de fonctionner proprement. Il faut quand même savoir que la majorité de ces patients-là ont une gammapathie monoclonale sans lymphome associé. C'est ce qu'on appelle MGUS, monoclonal gammapathy of undetermined significance. Ceci dit, il faut les surveiller parce que dans ceux-là, il y en a 50% qui, quand même, dans les 5 à 10 ans, vont développer un Waldenström. Et donc, si vous voyez quelqu'un qui vient en disant « moi, je marche comme si j'avais bu 2 bouteilles de schnapps », ferme les yeux comme ça, un EMG, comme je vous ai montré, et des anticorps anti-MAG, vous l'envoyez gentiment chez l'hématologue pour faire une ponction biopsie osseuse. Si elle est négative, on le soigne par la prière parce qu'il n'y a rien qui marche, à part la kiné. Si c'est positif, il faut la soigner comme on soignerait son lymphome. Donc, comme je vous disais, le traitement est en général décevant. J'ai eu quelques réponses avec le rituximab ou avec le chlorambucil, mais bon, c'est quand même un peu rock'n'roll à utiliser. Et le reste, la petite dernière pour la route,
c'est le syndrome POEMS. C'est pas un poème, mais c'est à peu près la même chose, sauf que vous avez une polyneuropathie sensorimotrice d'installation brutale et démyélinisante. Vous avez une hépatomégalie, une splénomégalie, vous avez un diabète qui se développe, une gynécomastie, vous avez une gammapathie monoclonale, et vous avez des gens qui ont une hypertrichose, une hyperpigmentation de la peau. Il faut rechercher un plasmocytome. Plasmocytome solitaire, donc c'est l'équivalent d'un myélome multiple, mais c'est une tumeur unique. Ou un syndrome de Castleman, qui est beaucoup plus rare. Mais donc, vous envoyez le patient au PET scan et vous allez trouver le plasmocytome, vous l'enlevez et le patient est guéri. Donc, ça vaut la peine de ne pas passer à côté. Alors, vous recevrez normalement ceci. Ça, c'est un pense-bête qui m'est extrêmement précieux, qui a été fait par mon ami de Nantes. Allez, voilà que son nom m'échappe. Bref, vous avez, suivant la clinique, c'est symétrique ou c'est asymétrique. C'est démyélinisant ou axonal. Ça, c'est votre électromyographiste, pardon. Bon, le médecin, c'est Yann Perréon. C'est votre électromyographiste qui va vous dire c'est démyélinisant ou c'est axonal. Et alors, en fonction de ce que vous avez en dessous, aigu, subaigu ou chronique, vous pouvez vous orienter vers telle ou telle pathologie. Et je trouve que c'est un travail qu'ils ont extrêmement bien fait à Nantes. Et moi, je l'ai affiché dans tous les labos DMG chez moi pour mes jeunes collègues en disant « Regardez ce que vous avez ». Alors, juste pour terminer, un dernier mot. Quand vous avez un électromyogramme, vous devez avoir un protocole. L'électromyographiste doit avoir examiné le patient. Il faut lui faire une demande en disant « Voilà pourquoi je vous l'envoie ». Et vous devez avoir un truc clair. C'est axonal ou démyélinisant, ou axonodémyélinisant, mais ça j'aime déjà beaucoup moins, c'est aigu, c'est subaigu ou c'est chronique, c'est symétrique, il y a des blocs de conduction ou il n'y en a pas, c'est évolutif, et ça ils doivent pouvoir vous le dire avec ces techniques, parce qu'on retrouve des signes d'hyperactivité musculaire en l'absence de contraction volontaire, et ainsi de suite, mais vous devez avoir un rapport clair. Si c'est un rapport en disant polyneuropathie axonodémyélinisante, sensitivomotrice, chronique, avec quelques signes de dénervation aiguë et peut-être une radiculopathie de L3, L5 des deux côtés, je vous suggère de changer d'électromyographiste. Voilà, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je pense qu'on a 2-3 minutes pour quelques questions, s'il y a quelqu'un qui souhaite. Sinon, moi, j'en ai une. Tant que neurologue généraliste, dans un hôpital qui a une activité assez importante, on a pas mal de cas de CIDP qui évoluent depuis des années très bien. Des neurologues probablement qui sont en ville, qui nous adressent pour les cures d'immunoglobuline. Quand est-ce qu'on arrête ? Ça, c'est une super question. D'abord, l'intervalle entre les cures ne doit pas être un intervalle fixe, systématique. Moi, je demande toujours aux patients, quand je vous fais une cure d'immunoglobuline, à partir de quand est-ce que vous vous sentez un peu moins bien ? Pas pendant 2 heures, mais pendant quelques jours. Et c'est ça qui finit par déterminer l'intervalle entre les cures. Ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les 6 mois. Et ça prend parfois un peu de temps. En plus, comme ce sont des maladies auto-immunes, on peut avoir aussi une réactivation de la maladie à certains moments, etc. Donc, j'aime pas le faire de façon trop automatique, mais c'est difficile de dire. Donc, je pense que c'est le patient. Et alors, quand le patient dit « moi, j'ai l'impression que ça ne me fait plus grand-chose », je fais des mesures clinimétriques. C'est-à-dire, je les mets dans les pattes de mes kinés. Le jour où ils viennent pour la cure, ils font un test de grippe et de pinch, ils font un 9-hole peg et ils font un test de marche de 6 minutes. Et ils reviennent 10 jours après la cure. Et c'est en général le moment où la cure est la plus efficace. S'il n'y a aucun changement, on refait une deuxième, et s'il n'y a pas de changement, on arrête. Parce que ça ne marche plus. Et alors, il y a aussi un certain nombre de patients chez qui la maladie s'est éteinte toute seule. Ou alors, on s'est trompé de diagnostic.
Parce que, comme je disais, le problème principal pour moi, ça reste le diabète qui peut donner tout et n'importe quoi. S'il y a d'autres questions. Sinon, merci d'être venu. Juste un petit rappel, on a des tickets de parking si jamais vous êtes garé à l'intérieur de l'hôpital, comme ça vous pouvez sortir. Merci.